Toumazov. Et nous sommes le 23 janvier, il est 19h à Paris, bienvenue dans Tunnel. Cette semaine, j'ai adoré voir les nommés aux victoires de la musique que nous avons déjà reçus ici en nombre, en seulement 1 an et demi, même pas d'existence. L'occasion de vous rappeler que vous pouvez retrouver cette émission en replay sur le site et l'application Radio France, mais aussi toutes vos plateformes de streaming préférées. Et enfin, sur YouTube. Cette semaine, j'ai détesté l'acharnement. Alors, je sais que je vous parle tout le temps de cette émission, mais ne vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Il y a la finale samedi soir. J'ai détesté l'acharnement que subit Ebony, une élève absolument magistrale de la Star Academy, actuellement en finale contre Marine, qui chante tout aussi bien au demeurant. Ebony qui subit les assauts atroces de ce qu'on appelle la misogynoire la plus crasse. Un combo de misogynie et de racisme. On peut ainsi lire avec désespoir et dégoût des adultes, parfois d'un âge avancé, écrire sur une jeune fille de 20 ans des choses telles que: pour la première fois dans l'histoire des émissions de chant, 2 animaux participent au concours, un singe et une guenon, Franck et Ebony. Ou encore, je n'ai qu'un seul but dans la vie: éliminer Ebony. Moi et ma team voterons systématiquement pour le candidat nominé face à elle. Autre commentaire: tu mets TF1, tu te crois en Afrique, que des Noirs. À votre avis, qui gagne dans un combat entre Bambouni, Franck ou King Kong, etc., etc. J'en passe, et des meilleurs. Juste parce que celle-ci a l'audace de vouloir chanter et de se tenir tête haute, et ne nous mentons pas, d'être belle. Dieu que j'aurais honte si l'une de ces femmes de la trentaine ou de la quarantaine dont les TikTok inondent la toile, qui jurent de casser leur télé, si cette candidate qui a trop la confiance gagne la Star Academy, était de ma famille. Vous ne valez peut-être pas mieux que vos imbéciles de mecs qui frappent dans les murs. J'ai découvert enfin cette semaine l'existence du salut romain. Est-ce que je suis obligée d'épiloguer ? Cette semaine, enfin, j'ai écouté en boucle ma petite voix intérieure qui, comme d'usage, quand tout vrille, me susurrait de me barrer loin. Mais où cette fois quand les zinzins ont désormais terre et ciel ? Alors, mes envies d'évasion me fait penser à cette alternative. Parlons ce soir d'aventure. De celle qui dépayse et emporte et fait tout oublier et fait même se connaître. De celle très loin, puis de celle en soi. Est-on obligé de partir pour vivre l'aventure ? Peut-on tous le faire ? Quelles sont vos plus belles aventures ? Comment se rendre réceptif à tout ça ? J'aimerais qu'on écoute tout d'abord un audio, celui de Priscilla Telmont. On se recherche nous-mêmes. Et oui, on va voir le monde et on se rencontre soi-même. Priscilla Telmont, c'est aussi un peu ce que vous avez découvert. Oui, je pense, et à travers ce voyage-là, je pense que c'est pas tant aller sur les traces d'eux, c'est dans un esprit, comme on en parlait hier pendant le festival. C'est un formidable héritage que nous laissent tous ces voyageurs. Et je pense que c'est un devoir de mémoire, que de rendre hommage à toutes ces personnes qui ont ouvert un petit peu la voie. Alors, leur rendre hommage, mais aussi se découvrir soi-même, parce que je pense que la vraie grande découverte est aussi en soi-même, la vraie tache blanche est aussi en soi-même, et le voyage intérieur est parfois encore plus grand que le voyage géographique. Et Nicolas Bouvier, lui... On l'entendait donc Priscilla Telmont qui nous parlait de la découverte de soi-même dans la collection Au détour du monde, enregistrée dans le cadre du festival des Globetrotters d'Issy-les-Moulineaux en 2004 sur France Inter. Se découvrir soi-même, partir à l'aventure de l'infini dehors et au plus profond de soi. C'est notre grand programme ce soir avec mes invités. Laurent Mestré, tu es un aventurier. Mannequin et danseur de salsa, tu te fais connaître en 2011 dans Koh-Lanta. Une première participation avant une victoire en 2014 et une autre participation encore en 2021 à l'occasion de Koh-Lanta la légende, célébrant les 20 ans du jeu. Redoutable compétiteur, tu as également participé 7 fois à Fort Boyard, mais aussi à Danse avec les stars en 2016, que tu remportes aux côtés de la danseuse Denitsa Ikonomova. Il te tient à cœur de conseiller ceux qui te suivent et te lisent, ce pourquoi tu as sorti un livre en 2022, Mon programme Sport et Smile, pour te forger un corps tonique et un mental de gagnant aux éditions Marabout. Et c'est aussi, je pense en tout cas, ce pourquoi tu as accepté depuis 2022 un nouveau défi, celui d'accompagner des équipes d'apprentis aventurieux, parfois inattendus, les poussant dans leurs limites pour mieux s'apprendre. Cette émission, Les Apprentis Aventuriers, reprend le lundi 27 janvier, donc ce lundi, à 19h50 sur W9. Est-ce que tu peux nous en parler, Laurent ? Dis donc, on peut rien te cacher, hein. Ouais, c'est 2021, mais c'est exactement ça. Tu vois, il y avait une erreur de date. C'est pas grave. Quand même. Mais c'est exactement ça. Là, j'ai vu ma vie défiler quand tu as parlé. Je me suis dit, tiens, en 2 secondes, ça y est,
ma vie c'est ça. Et est-ce qu'elle va s'arrêter comme ça? On verra. Mais c'est ça, c'est le 27 janvier commencent les apprentis aventuriers tous les jours du lundi au vendredi à 19h50 sur W9. Donc de nouveaux candidats issus de la télé-réalité. Il y a même des candidats que vous connaissez peut-être, Jean-Pascal, si ça vous parle, l'agitateur. Un petit peu. Voilà, donc on reparle. Voilà, là c'est vraiment l'aventure. Ça se passe en Thaïlande. C'est sur le thème de la jungle. Donc vous allez voir que il y a les finalistes qui sont sur la plage, sont dans les cabanes. Donc là c'est le grand standing, tout se passe bien et ils sont déjà en finale. Et t'as ceux un peu moins bons qui sont dans la jungle. De toute façon, vous le verrez. Rendez-vous lundi 27 juin 19h50. Et on espère, Laurent, qu'il n'y avait pas trop d'insectes, mais on va y revenir mais si, plus moi tard j'aime bien dans l'émission. J'ai dû en manger d'ailleurs. Et nous avons également à ce plateau ce soir Ouda Benyamina, tu es réalisatrice. Après des études à l'école régionale d'acteurs de Cannes, tu t'es formée à la réalisation grâce à l'association 1000 Visages que tu as fondée en 2006 pour démocratiser le cinéma et favoriser l'accès à la culture pour les personnes qui en sont les plus éloignées. Et tu réaliseras d'abord un court-métrage, Ma poubelle géante en 2008, puis un moyen-métrage sur la route du paradis en 2011, primé dans de nombreux festivals, avant ton premier long-métrage, Divine, en 2014, qui obtiendra lui aussi une pluie de récompenses, comme par exemple la Caméra d'Or pour toi, et 3 Césars, meilleur premier film, meilleur espoir féminin et meilleure actrice dans un second rôle. C'est à toi aussi que l'on doit Salam, un documentaire consacré à la rappeuse Diams qui ne s'exprime plus depuis des années alors qu'elle a beaucoup de choses à dire, dans lequel donc elle raconte et explore absolument tout, du succès au tréfonds de la tristesse, de la psychiatrie à la spiritualité finalement salvatrice. Cette année, tu reviens en grande pompe avec Toutes pour une fiction librement adaptée des 3 mousquetaires d'Alexandre Dumas, qui met des thèmes qui te sont chers à l'honneur, des sujets importants pour toi, membre à la fois des collectifs 50-50 et Maintenant on agit pour l'égalité des femmes. Est-ce que c'est exhaustif, Ouda? Presque. Dis-moi. C'est 2017, Divine. Ah, tu vois, Voilà. j'étais très mal informée. Mais sinon, bravo. Mais un grand succès, Divine. Tu reviens donc avec Toutes pour une. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce film? Alors, Toutes pour une, c'est l'histoire de 3 hors-la-loi qui, pour être libres, sont obligés de se déguiser au XVIIe siècle en hommes. Et elles vont faire la rencontre de Sarah, une jeune maurisque, qui sont des musulmans convertis de force au catholicisme et qui ont été chassés à cause de l'Inquisition, enfin après l'Inquisition, et qui ont trouvé refuge en France et qui sont de nouveau chassés par Louis XIII. Et ça raconte la rencontre entre cette jeune maurisque et ces 3 femmes déguisées en hommes qui vont l'intégrer dans ce groupe. Donc c'est une très très grande histoire d'amitié. Et je crois que ce film qui raconte une très belle histoire d'amitié entre femmes, il y a quelqu'un à tes côtés, et notre 3e invité qui va pouvoir aussi très bien en parler. Et cette personne, c'est Oulaya Amamra. Tu es actrice. Tu assistes très tôt à des tournages via l'association 1000 Visages, fondée donc par ta sœur aînée Ouda, ici à tes côtés. Et tu commences les cours de théâtre à l'âge de 12 ans, avant d'enchaîner encore adolescente des courts-métrages comme Le Commencement ou Belle Gueule, qui te feront repérer dans les festivals de cinéma. Tu seras révélée au grand public par Divine en 2017, réalisé par Ouda Benyamina, dans lequel tu incarnes l'intense Dounia, adolescente en rébellion, prête à tout, pressée de vivre. Grâce à ce rôle, tu remporteras le César du meilleur espoir féminin, te permettant de poursuivre ta carrière dans des rôles dans de nombreux films comme Le Monde est à toi ou L'Adieu à la nuit, passant devant la caméra de réalisateurs comme Philippe Garrel, Cadmerade ou encore Quentin Dupieux. Et on te retrouve donc à l'écran depuis ce mercredi, à l'affiche de Toutes pour une, où tu es la D'Artagnan des 3 mousquetaires, imaginée par Ouda Benyamina, la réalisatrice de ce film. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur ce qu'est justement ce film Toutes pour une? Écoute, rajouter que c'était tellement un plaisir et un honneur d'incarner un personnage comme ça, tellement mythologique, que... Non, j'ai pris énormément de plaisir, j'ai dû apprendre à me battre, c'est vraiment un film d'action, donc il y a de grandes bagarres, voilà, donc on est à cheval tout le temps. C'était une vraie formation en fait, ce film. Et avec des scènes en plus avec beaucoup d'intensité émotionnelle, je pense notamment à la scène qui se passe au bord d'un lac, on va pouvoir y revenir, des scènes de haute intensité émotionnelle où vous avez quand même aussi recours à votre corps
pour vous battre effectivement, donc une grosse prestation d'actrice. Ah, bah écoute, je suis ravie que tu l'aies vu. Bah oui. Merci. Ouais. Et donc, dans ce film, tu incarnes donc la D'Artagnan de ce film, un peu celle qui arrive en cours d'aventure. Tout à fait, c'est ça. Comme l'a dit Ouda, c'est une jeune morisque donc, qui va rechercher un peu une famille. C'est quelqu'un qu'on a déraciné de son endroit et en fait qu'on a forcé à se convertir au catholicisme. Et elle va découvrir comme ça une grande histoire d'amitié en fait. Des filles qui vont l'accepter. Mais on va y venir sur cette histoire d'amitié et cette aventure commune à 4 femmes. Merci Ouda, merci Oulaya d'être avec nous ce soir. Merci. À mes côtés, enfin, Kaina Samet, tu es chanteuse. Et quelle chanteuse! Tu découvres dès l'enfance ton amour pour la musique grâce au disque de funk de ton grand frère, mais aussi grâce aux grandes voix de la chanson française comme Piaf ou Brel. Ton nom rend hommage à Kaina, la grande reine amazigh des Aurès, et à ta grand-mère. Tu sors ton premier maxi en 99, Le parcours d'une goutte d'eau, puis l'album Entre deux jeux en 2005, tout cela permettant de te faire rentrer dans la légende française du R&B et de la soul. Tu as fité avec les plus grandes alors, et on te doit plusieurs classiques à l'instar de Destinée avec Booba, Déconnecté avec DJ Amida, l'artiste et Rimka, ou encore l'immense Écorché Vive, que tu as d'ailleurs chanté ici même, accompagné d'un orchestre il y a quelques mois. Tu reviens actuellement et tu es très attendu. Est-ce que tu peux nous en parler ? Bonsoir, je ne savais pas que j'étais attendue, si ce n'est pour faire l'émission de ce soir. C'est un plaisir d'être là, merci à tous. Je fais en plus des belles rencontres, donc je suis ravie. Et écoute, mon parcours d'artiste depuis l'adolescence ne fait que évoluer, grandir avec des pauses, et voilà, c'est un peu comme la vie, tout est un peu comme des vagues, c'est un peu en dents de scie. J'ai sorti 2 EP, Altaïr partie 1 et 2, il y a 1 an et demi à peu près. Donc là, le temps de tourner un peu sur moi-même et de reprendre un peu mes marques. Il y a de l'actualité qui arrive en musique et pas que. Très prochainement, donc hâte de pouvoir partager un nouveau titre avec le public. Avec une grosse intensité émotionnelle aussi, à l'image d'un Écorché Vive. J'ai envie de revenir à des choses, à la source en fait. À mon ADN, la mélancolie, la dramaturgie musicale. Et je me sens bien dans ces émotions-là, dans l'intensité de ces émotions-là. Et ce soir, vous l'aurez compris, car je les ai présentés longuement. Je suis avec Laurent Mestré, Ouda Benyamina, Oulaya Amamra et Kaina Samet pour parler de l'aventure. Et on va commencer par une question très simple. C'est quoi l'aventure ? Commence par les femmes. Vas-y, l'aventurier. L'aventurier, on est un aventurier. Non, pour moi, l'aventure, c'est l'inconnu. C'est s'embarquer dans quelque chose que tu connais pas ou que t'es pas à l'aise. Pour moi, c'est quand l'expression qui dit bon là, je vais complètement à l'aventure, c'est je vais au casse-pipe, je sais pas où je vais. Pour moi, c'est ça l'aventure. Est-ce que ça doit forcément du coup être de l'inconnu qui fait flipper, dans lequel on saute ? On sait pas où est-ce qu'on va, quoi. C'est l'inconnu un peu pour moi. C'est dans un secteur, un domaine où on n'est pas forcément bon. Donc l'aventure, c'est voilà, on se lance, on prend son courage à 2 mains et puis on y va. C'est l'aventure. Allez hop, aventure. Kaina. C'est vrai aussi. Moi, je trouve aussi que, je perçois ça à partir de mon spectre. Pour moi, l'aventure, c'est la créativité. Sous toutes ses formes, l'écriture de musique ou de texte. Pour moi, par exemple, en 2025, ma nouvelle aventure, c'est l'écriture d'un livre, donc qui raconte un peu mon histoire, mon enfance, mon adolescence, etc. Donc c'est une aventure de faire la rétrospective un petit peu de ma courte life, un peu chargée dans plein de choses. Donc refaire un peu le bilan de ça. Et l'aventure aussi, pour moi, c'est quand j'arrive en studio. Il y a un silence, quoi, et je repars, il y a un son. Je trouve ça toujours aussi magique, en fait, la créativité. Je pense que c'est abordé, je suis d'accord avec le copain sur ça, des nouvelles choses. Pouvoir se renouveler aussi, et se découvrir d'autres activités, que ça soit artistique ou, je sais pas... quelque chose de nouveau, c'est vrai, l'aventure c'est quelque chose de nouveau, je trouve. La redécouverte, Ouda, Oulaya, dans Toutes pour une, en fait, on est sur des femmes qui donc en fait sont hors la loi. Oui. L'une parce que elle a tué un homme. Qui a tué son homme, l'autre qui a voulu fuir le joug des communautés religieuses, etc. Elles sont dans une fuite pour être
quelqu'un d'autre. Est-ce que ça aussi c'est l'aventure? Essayer de se réinventer en tant que personne. Oui, alors moi, le film que j'ai fait est un film d'aventure, c'est une comédie d'aventure. L'aventure, pour moi, c'est un peu comme le voyage d'Ulysse. C'est-à-dire, c'est une traversée où on se découvre soi-même. Là, ces femmes, elles ont dû porter des masques pour pouvoir être libres. Et donc, du coup, elles vont avoir des embûches, des épreuves qu'elles vont devoir affronter. Elles vont devoir se battre. Elles vont devoir traverser, parce que en effet, c'est un road trip, donc énormément d'épreuves pour se trouver. Et ça, c'est une grande aventure. Et à la fin, elles vont se trouver elles-mêmes. C'est-à-dire, elles vont trouver qu'est-ce que c'est que le courage, qu'est-ce que c'est que la loyauté, qu'est-ce que c'est que la solidarité, qu'est-ce que c'est qu'être ami aussi. Ça, c'est une grande aventure, l'aventure d'une amitié. C'est vrai. Et l'aventure, est-ce qu'on peut la trouver dans le confort? Parce que c'est vrai que là, on est face à des femmes qui, en fait, se lancent dans l'aventure parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement intrinsèquement pour être libres. Elles n'ont pas le choix que de se lancer là-dedans. Laurent aussi, tu semblais parler de sortie de la zone de confort, etc. Ouais. Est-ce que l'aventure, ça doit forcément être inconfortable? Inconfortable? Inconfortable. Moi, je crois que ça doit être... Ça doit être quelque chose qui... L'aventure, en tout cas, moi, telle que je l'entends, par mon médium, c'est-à-dire le cinéma, c'est une façon de se questionner et d'apprendre à se connaître. Ouais. Et on apprend à se connaître forcément avec sa part d'ombre, sa part de lumière. Et l'aventure qu'on traverse, une sorte de miroir qui nous confronte à nous-mêmes. Donc oui, j'ai envie de dire que dans tous les cas, être trop confortable, à un moment donné, on s'ennuie. Que l'aventure, c'est une façon d'être inconfortable, mais aussi l'inconfort, c'est parfois très jubilatoire. Parce que du coup, on va dans des zones, des rencontres auxquelles on n'aurait jamais... Enfin, moi, là, par exemple, j'aurais jamais imaginé rencontrer Laurent, tu vois, dans ma vie. Tu le regardais à la télé? Eh ben moi, je regarde pas Koh-Lanta, mais j'ai quand même autour de moi pas mal de gens qui le regardent. Et du coup, jamais j'aurais pensé regarder Koh-Lanta. Moi, je suis plutôt, tu vois, le genre à regarder le film polonais qui passe. Tu vois. J'ai joué dans un film polonais. En noir et blanc, tu vois. Et puis. Tu peux me voir également dans les films kosovars, tout ça. J'ai eu un petit rôle une fois. Peut-être que j'ai pas été exhaustive dans la bio, on sait pas. Non, mais justement, est-ce que se lancer dans un film en tant que réalisatrice, c'est chaque fois une aventure où en fait on pense qu'on va créer tel projet et en fait on découvre des choses au fur et à mesure, même sur soi-même au cours justement du process. Oui, quand j'ai commencé à réaliser Toutes pour une, c'était une aventure assez nouvelle puisque pour le moment, jamais personne, en tout cas, aucune femme n'avait pris ce classique de notre patrimoine français pour le conjuguer au féminin. Donc déjà, à partir de là, en effet, c'est une grande aventure parce que déjà, vous rencontrez des gens en face de vous qui veulent pas vous donner les moyens de le faire. Parce que être une femme et dire que moi, je vais faire un film d'aventure, il faut que vous me donniez les moyens. Déjà, ça a été une grande aventure pour faire accepter ça à des financeurs. Ensuite, sur ma route, j'ai trouvé des femmes extraordinaires comme Valérie Boyer de France Télévisions, Christina de Orange Studio, qui ont accepté de nous accompagner dans cette aventure. Évidemment, un producteur aussi incroyable qui est Marc-Benoît Créancier, qui a avancé, parce que ça, c'est une aventure, c'est-à-dire de proposer quelque chose d'inédit. En effet, tout à l'heure, tu me disais que, Kaina, que tu l'avais jamais vu jusqu'à maintenant, mais je trouve qu'aujourd'hui, on a besoin de nouveaux récits, on a besoin de nouvelles fictions, et que c'est par la fiction qu'on change le monde, et que les jeunes d'aujourd'hui, et je suis très contente de venir parler chez Move, par exemple, c'est une grande aventure pour moi. D'habitude, on m'invite à France Culture. Donc, je suis ravie d'être à Move et de parler justement à ces jeunes et de leur dire bah oui, en fait, aujourd'hui, une Deborah Lukumona, une Ouleya Mamra, une Sabrina Ouazani et une Daphné Patakia peuvent incarner des valeurs telles que le courage, la loyauté et surtout être des samouraïs, quoi. Parce que les mousquetaires, c'est quand même nos samouraïs français, en fait. C'est vrai. En fait, l'aventure, ça a plusieurs définitions. Quand une nana dit j'ai eu une aventure avec un mec, ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire que ça va pas durer longtemps. Non, une aventure. Ça veut dire quoi exactement? Je sais pas, je vois comme ça moi. Ouais, un espèce de test, de truc aventureux qui sort du chemin.
finalement. Oui, c'est un truc, tu sais pas où tu vas en vrai. C'est un peu prends un risque, tu sais pas comment ça va se passer. En fait, c'est trop bien et toutes les expériences nous enrichissent d'une manière ou d'une autre. Comme tu le disais, avec toutes les rencontres sur le chemin justement de ton projet de film, etc. Bah t'as pu découvrir des nouvelles personnalités. Enfin, moi je dis qu'on est dans un truc collectif. Il y a l'aventure personnelle et moi je dis que c'est aussi un chemin vers soi. En fait, en grandissant avec les épreuves, les réussites, les échecs, les doutes, les succès, tout ce qui traverse un humain par définition, on apprend à mieux gérer tout ça en s'expérimentant dans différentes aventures de vie ou professionnelles. C'est comme ça qu'on se construit et qu'on devient au plus proche de soi, qu'on va au plus proche de soi. Je le vois comme ça aussi. Et vous êtes toujours dans Tunnel. Si jamais vous avez loupé le début, je vous rappelle que vous pouvez l'entendre en replay sur le site et l'application Radio France, mais aussi sur toutes vos plateformes de streaming préférées. Et nous parlons donc ce soir d'aventure. Et on va poursuivre justement la discussion que nous avions avec une question simple. Est-ce qu'il y a une aventure qui a été pour vous particulièrement marquante ? Moi, oui, 2-3, toi, j'imagine. Est-ce que c'est le premier Koh-Lanta qui t'a le plus marqué ? Ouais, il m'a traumatisé carrément. Ah ouais, traumatisé ? J'avais jamais regardé. En vrai, je m'étais inscrit, j'avais jamais regardé. Et je l'ai fait vraiment pour l'aventure. C'est pas pour passer à la télé ou quoi que ce soit, mais ça m'a traumatisé. J'ai perdu 17 kilos, j'avais les pieds hyper gonflés. Ah ouais. Mais ça m'a vraiment changé. Ça, c'était vraiment l'aventure. C'était vraiment charbon. T'avais quel âge quand t'es parti J'avais 29 ans. Ok. Ouais. Mais du coup, est-ce que ça a été plus dur les conditions de vie, enfin, tu vois, genre dormir de façon pas confortable, pas assez, pas avoir de bouffe, machin, ou c'était plus le lien aux autres avec toute l'intensité que ça peut revêtir ? Non, parce que ça va, je m'adapte plutôt pas mal aux autres. En plus, je fais toujours le mariole, je fais le guignol, je suis un peu... j'étais un peu le comique. Donc voilà, non, c'était pas le plus dur. Le plus dur, c'est vraiment la nourriture... Et puis les conditions climatiques, tu sais, quand tu dors, t'as pas d'abri, il pleut toute la nuit, t'as des éclairs, t'as des rats qui passent la nuit sur toi et tout. Non, c'était vraiment un peu le charbon, mais c'est ça que j'aime. C'est ça vraiment qui m'a permis de grandir. C'est vraiment dans la difficulté que tu te mets en question, tu grandis et quand c'est trop facile, tu grandis pas vraiment, tu vois. Et là, quand c'est dur, c'est dans le dur vraiment que tu te forges. Et là, franchement, c'était compliqué quand même. C'était compliqué, mais j'ai adoré. Mais mes potes m'ont pas reconnu. Tu sais, je suis tellement resté là-bas à regarder par terre s'il y avait pas des petites cacahuètes que quand je suis rentré sur Paris, pendant 3 jours, je regardais encore s'il y avait pas des trucs par terre. T'avais développé des réflexes en fait. Des vieux réflexes. Bon, j'ai pas fait caca par terre, mais bon, ça va. mais tu me lavais les dents avec des tiges. Mais c'est vrai que c'était dur, mais je garde toujours le smile, même quand c'est compliqué. Et c'est ce qui a fait qu'on a une bonne cohésion d'équipe et que j'ai kiffé, que j'ai décidé de le refaire une deuxième fois et une troisième fois. Ouais. Est-ce que vous souscrivez justement à cette idée de la sortie de la zone de confort qui vient nous forger, nous apprendre des choses Ouais. Moi, pour ma part, Divine, on va dire, c'était en tout cas, l'aventure qui a été pour moi la plus, qui m'a appris le plus de choses sur moi-même. Et en fait, c'est vrai qu'aussi bien dans le tournage qui était où moi j'étais encore adolescente, donc j'apprenais à me connaître et que c'était un personnage qui était qui était en rébellion, comme tu l'as dit, tu vois, qui avait une forme qui sentait l'injustice, et moi-même je ressentais ça dans ma vie. Du coup, c'était une vraie aventure. Et après, il y a eu le succès du film. Donc comment t'accueilles ça aussi, tu vois, quand t'as 19 ans et que tu sors, tu viens de passer ton bac et que t'es pas forcément préparé. Et en même temps, c'est une vie de rêve. C'est d'un coup on dit tu peux devenir comédienne, et en faire ton métier. Moi, je pensais même pas que c'était possible quand j'étais petite. Puis surtout, toi, tu t'es retrouvée vraiment propulsée dans un truc où quand t'as un César, je pense, aussi jeune, il y a aussi plein de choses qui se passent autour de toi. J'imagine, ça devait être un tourbillon. Complètement. T'es pas préparé. Tu sais pas en fait comment c'est. Tu l'as vécu comment ? Honnêtement, je l'ai bien vécu parce que je suis bien entourée et que quand même, j'étais avec ma grande sœur et on a une famille soudée, donc ça fait du bien. Mais c'est vrai que c'est un... En fait, tu reçois tellement d'amour et aussi tellement, tu l'as dit en début d'émission, mais des fois de haine aussi, tu vois. Que c'est presque j'ai même pas profité du moment, tu vois. Là maintenant, avec le recul, 8 ans ou 9 ans après, je me dis j'ai pas assez profité du moment, j'étais trop... Tu sais, t'es perdu.
Alors j'ai eu la chance, après le César, de rentrer au conservatoire, donc de faire une école de théâtre, ce qui m'a permis de vraiment me recentrer, de me dire, ok, c'est un métier, tu vois, il y a les paillettes, il y a Cannes. Ouais. Mais en vrai, c'est aussi, il faut travailler, il faut être, faut aussi descendre et me reconnecter à pourquoi j'avais envie de faire ça, tu vois. Et c'était le théâtre, c'est l'amour de jouer, en fait. Au-delà de... Les à côté, ils sont bien. Mais en vérité, moi, ma passion, c'est jouer. Ouda, justement, dans ton œuvre, il y a, on le disait tout à l'heure, il y a le film Salam qui est sur Diams, sans forcément parler à sa place parce que c'est pas le but, mais ça décrit justement aussi ce truc du succès qui est grisant et on se rend pas trop compte de ce qui se passe, etc. Comment, qu'est-ce que tu en as tiré aussi de tous ces entretiens que tu as pu faire avec elle? Que l'échec, c'est quelque chose qu'on doit surmonter, mais qu'on parle jamais du succès. Que c'est aussi une épreuve, parce que il y a... Alors, tout à l'heure, tu parlais, Kaina, du silence. C'est-à-dire qu'une artiste telle que Mélanie, ça a été quand même une des plus grandes, pour moi, artistes des années 2000. Et jusqu'à maintenant, personne ne l'égale. Et à la fois dans sa créativité, dans sa façon d'être connectée à son époque, aux jeunes. Et ce qu'elle a apporté, en tout cas, à la musique, c'est assez incroyable. Et de sortir peut-être, d'avoir autant de parts de lumière, c'est aussi quelque chose qui doit se gérer et qui est pas si simple. Je pense qu'il y a plein de gens qui doivent nous écouter, qui doivent rêver, qui sont en train de rêver d'être chanteurs, acteurs, que sais-je. Et je pense que le plus important, c'est la passion qu'on a du travail qu'on est en train de faire et de le faire un peu comme des artisans. Et je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire à la façon dont on reste connecté au faire, au mouvement. Et en effet, le succès, ça peut être vertigineux, ça peut nous faire perdre un peu les pédales. Et il n'y a pas que Mélanie qui l'a vécu. On a vu Britney Spears, Bills aussi, Amy Winehouse. Je veux dire, la gestion du succès, on est une personne et ensuite on en devient une autre. Et il y a une forme de schizophrénie aussi, je pense. Et puis le silence, c'est-à-dire que d'un coup vous avez énormément de bruit autour de vous, on vous aime, et puis vous rentrez chez vous et puis il n'y a plus rien et plus personne. Je pense que c'est aussi on doit apprendre à gérer ça et ça s'apprend. Kaina, il a été comment toi ton apprentissage du succès justement quand tout est arrivé et que vous étiez pas non plus pléthore d'artistes, c'était pas comme maintenant où t'as des gens des fois qui popent des réseaux sociaux, qui font un buzz, machin. C'est vrai. Toi t'es arrivé, t'étais vraiment un des piliers de cette scène, comment tu l'as vécu? C'est vrai qu'on n'était pas beaucoup, justement, Diams à l'époque, on se voyait souvent et j'étais là dans sa big période où elle finissait par se déplacer en hélicoptère et... Ouais, vers la fin de sa carrière. Enfin, ce que je trouve incroyable aussi avec Mélanie, pour revenir sur elle, c'est qu'elle est partie en plein boom en fait. Et ça, c'est encore plus rare parce que des artistes qui disparaissent parce qu'ils sont en fin de carrière ou qu'ils ont décidé de faire leur dernier album, qui nous ont prévenus. Enfin voilà, je trouve ça hyper impressionnant. Moi, de mon point de vue, effectivement, on n'était pas beaucoup à l'époque et la musique ne se consommait pas du tout de la même manière. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans, mais ça date un peu. Il y avait pas du tout les albums en entier. Exactement, où on décortiquait le petit livret pour voir s'il y avait notre dédicace et tout. Donc c'est vraiment une autre époque. Et mon aventure à moi, c'est justement d'avoir pu et justement connecter au plus proche de mes tripes et de ma passion pour la musique. En fait, le game, les gens de la musique, le public, tout ça, c'est venu s'additionner autour de ce que j'aimais faire en fait. Et tu as tout à fait raison sur le fait que quand on reste connecté à son centre et à ce qui nous passionne plus que tout, et c'est beaucoup plus facile de faire, d'avancer et puis de durer, je pense, dans la durée. Moi, j'ai pas été trop perturbée au début. Par exemple, Écorché Vive, quand il a explosé, c'est vrai que il a explosé de manière généraliste, alors que moi, je venais un peu de la scène urbaine, etc. J'étais en fait dans l'ARPI cannois
dans la maison de mon producteur, tout en haut d'une montagne. Il fallait vraiment vouloir avoir des choses à faire là-bas pour monter là-haut. Il y avait des ânes, des poules, des œufs, et il y avait pas les réseaux sociaux, donc j'étais pas du tout au courant du carton que c'était en train de faire. Et je pense que ça m'a un petit peu préservée. Et comme j'ai toujours été assez discrète, etc. Voilà, j'étais pas au courant en fait que ça cartonnait. Voilà, je l'ai appris plus tard, donc oui, ça fait un boom. Mais après, la vie fait que voilà, il y a des épreuves qui arrivent, etc., qui te font redescendre sur terre, en gros, et te dire, cousine, calm down. C'est pas parce que tu l'as fait une fois sur une chanson de 3 minutes 30, parce que une fois qu'il y a le succès, après, le vice, c'est que putain, comment je vais faire mieux, tu vois. Et là, tu commences à rentrer dans des questions qui sont un peu faussées et qui te déconnectent un peu de toi. Donc voilà, c'est tout pour moi. Et puis tu finis par calculer des choses alors qu'en fait la réussite, peut-être ça avait été un cocktail. Tout à fait, un truc inattendu. Est-ce que Divine, t'avais prévu, j'imagine non, parce que dinguerie, tous les prix que vous avez reçus, comment le film a été plébiscité par que ça soit les médias, le public, ce qu'il a laissé aussi dans l'histoire du cinéma français, j'imagine que tu t'y attendais pas non plus. Non, moi j'y pense pas vraiment. Je crois que je pense ni au succès ni à l'échec quand je suis en train de fabriquer. Voilà, tu fais les choses pour les faire. J'ai toujours, je crée toujours parce qu'il y a un sentiment d'injustice en moi et que j'ai envie de répondre à une question. Ouais. Et ensuite je suis dans le faire et j'ai pas d'attente en fait. Ouais, je n'attends rien. Voilà. Je trouve que c'est un métier avant tout en fait. Je sais pas, on n'est pas non plus. Enfin, il faut le prendre de façon. Voilà, c'est un métier que tu apprends. Et puis en vérité, dans chaque trajectoire, je prends un fleuriste. Il y a des époques où il va vendre plein de fleurs. Et puis il y a des moments, il sait pas pourquoi. Il en vend moins. Et puis après, il va en vendre beaucoup plus. Donc en fait, en vrai, c'est comme la vie. On parlait d'aventure tout à l'heure. Et il y a des embûches, il y a des. Mais en fait. L'important, c'est le rapport qu'on a à notre métier, en fait. Et je pense que ça doit être un peu pareil pour toi, qui soit... Bien sûr. Je fais plein de choses à la fois. Il y a des trucs, des fois... Mais même, non, ma casquette la plus basique, c'est ce que je fais sur les réseaux sociaux. Genre, je suis arrivée des réseaux sociaux de base. Et ça m'arrive des fois... Tu sais, j'écris des livres, machin et tout. Des fois, je poste un post écrit, je me dis, ouais, j'ai d'être ça. Franchement, c'est hyper stylé. Ça va faire au moins 20 000 j'aime. Le truc, ça flop. Mais c'est pas grave, moi, je suis contente. J'ai écrit mon truc, ça a plu aux gens à qui ça a plu. Ils ont mis des longs commentaires, machin et tout. Ça a touché des gens. Derrière, je vais trouver un truc qui me fait rire sur Twitter. Je vais le repartager. Ça va faire 50 000 j'aime, 2 millions de vues, machin. Et je suis là, mais attends, mais c'est pas possible. Et en fait, il n'y a pas de recette. Et effectivement, je crois que parfois, le fait de durer aussi dans le temps et tout, ça nous apprend que, en fait, parfois, c'est les trucs qu'on s'attend pas qui marchent. Parfois, c'est les trucs que l'on s'attend pas qui ne marchent pas. Et parfois aussi, les trucs finissent par marcher a posteriori. Enfin, il y a des trucs. Les artistes, parfois musicaux, dont des chansons sont réexhumées. D'indifférence, en fait. Il faut faire les choses avec beaucoup de gratuité, surtout l'art. En fait, quand on crée, il faut créer avec beaucoup de recul, même. D'innocence, de naïveté, de détachement, et presque ça devrait être gratuit. Ouais. Tu vois, moi, je trouve qu'on devrait gagner notre argent autrement. Un peu comme les grands auteurs. Il y a des auteurs, on prend Van Gogh par exemple, il a vécu une vie assez austère, il s'est coupé une oreille, il était pauvre et en fait il a été connu juste après et il a peint. Et il y a un truc, je trouve que dans l'art, c'est un peu comme quand on cherche Dieu. C'est un quand on cherche quelque chose de plus haut que nous. Et je trouve que la nécessité de créer... Donc moi, j'ai créé une association qui s'appelle 1000 visages et j'arrête pas de dire à mes jeunes, parce que en effet, comme j'ai la caméra d'or, qu'on a eu des Césars et blabla, des fois je les vois, je fais si vous êtes venus chercher ça, c'est même pas la peine, vous partez quoi. En fait, soit vous venez là parce que vous aimez faire ce que vous faites et parce que vous avez envie de chercher ensemble et parce qu'on va faire une communion ensemble et on va chercher la grâce. Moi, c'est la grâce qu'on cherche, c'est la beauté, c'est le dépassement de soi. C'est un peu comme les sportifs de haut niveau en vrai. Quand tu prends les Jeux Olympiques, tu vois les mecs, ils se bossent comme des ouf, mais des ouf. Et je trouve que ça re-questionne la question du sens de notre vie. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui reste indéfectible tout au long de toutes les époques, c'est quand même le travail.
pourquoi on travaille, pourquoi on a besoin de travailler. C'est vrai, c'est très étonnant. Depuis la nuit des temps, évidemment, il y a des aristocrates qui n'ont jamais eu besoin de travailler, mais en même temps, ils ont inventé la chasse, ils sont en mouvement, quoi. Tu vois, on a un besoin de mouvement, de mouvement, de vie, de... Mais tu sais que c'est stupéfiant parce que la semaine dernière, l'émission, elle était sur le travail. Et il y avait 2 invités qui étaient assises là, Mayra et Shirley Soignon, qui ont dit la même chose que toi tout à l'heure, c'est-à-dire que l'art, c'était une forme d'artisanat et que du coup, il fallait de la minutie, etc. Et aussi une forme de dévouement au truc, sans forcément se préoccuper des résultats. Il fallait continuer juste... Et c'est fou comme les émissions, des fois, elles se rejoignent. C'est ça l'aventure aussi, c'est de pas savoir si les choses vont fonctionner ou pas. Tu parlais du travail d'artiste aussi, c'est encore différent, mais parce que nous, on sort de... j'ai une anecdote par exemple sur ce truc-là. Déconnecté par exemple avec DJ Hamida qui a fait je ne sais combien de millions de vues. Pour les gens qui l'ont pas, tu peux nous faire un mini refrain? Je me suis déconnecté, j'ai laissé tous mes problèmes de côté. Version Rai. Je suis sorti du studio, j'ai dit les gars, c'est la plus grosse merguez que j'ai jamais fait de toute ma life. On vire, efface. Non. Ouais. Non, c'est souvent comme ça que ça marche. Des fois, des trucs que tu le fais un petit peu en je m'en fous. Exactement, le détachement, voilà, c'est ça. Quand tu mets trop de... Voilà. Mais toi, justement, là, tu as 20 petits aventuriers sous ta coupole. Donc dans l'émission qui va être diffusée à partir de lundi sur W9 qui s'appelle Les Apprentis Aventuriers, il y a 10 binômes, c'est ça? C'est ça. Et du coup, eux, qu'est-ce que tu leur dis? Et qu'est-ce que tu dis aussi, je sais pas, aux personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux ou qui ont lu ton livre, sur l'échec et le fait de tenir bon dans l'aventure quand on se lance dans un truc qui tangue et qu'il faut garder le cap? Moi, ce que je leur dis souvent aux candidats, aux apprentis, je leur dis kiffer. En fait, prenez du plaisir. Sinon, si vous prenez pas de plaisir, vous allez subir, vous allez pas kiffer, vous allez regretter. Mais en vrai, si vous prenez du plaisir et que quand vous avez conscience de ce que vous faites, etc., ça va bien se passer, vous allez être bon, etc. Donc, c'est souvent ce que je dis, c'est juste kiffe. Prends du plaisir. Je leur dis souvent, là, vous vous plaignez parce que je sais pas si vous avez regardé ou pas, mais ils ont pas de nourriture. Et moi, je leur dis, c'est maintenant que vous devez prendre conscience que dans la vie, là, ça va durer 3 semaines, vous mangez pas, etc. Mais dans la vie, il y en a, c'est toute leur vie qui dorment au casse-pipe, qui dorment par terre, dans le froid, etc., qui n'ont pas de nourriture. Donc, après cette aventure, c'est là que vous devez vous dire, tiens, j'ai de la chance en fait. Et c'est vraiment une remise en question, c'est vraiment une remise en compte. On se dit, tiens, finalement, c'était un vrai plaisir et j'ai grandi là-dessus. Mais moi, le conseil que je donne à tout le monde, c'est juste kiffe. Prends du plaisir, prends conscience de là où tu es, de ce que tu fais, de ce que tu as. Et quand tu prends conscience de tout ça, c'est là que t'es au top. Fais pas la gueule, quoi. Fais pas la gueule pour rien, donc kiffe. Et des fois, c'est vrai que je leur fais manger des scarabées, des trucs et tout. Mais le but, c'est de kiffer. Vous savez les scarabées ou pas? Ouais, j'avais déjà fait des épreuves comme ça. C'était quoi ton insecte préféré? Préféré, je n'en ai pas, mais le verre de coco vivant, c'est pas évident quand c'est vivant à manger. Ouais, mais en vrai, c'est un kiff parce que une fois que c'est fait, t'as la fierté de dire, voilà, je l'ai fait les gars. Tu vois, quand c'est trop facile, quand tu valides des trucs qui sont trop faciles pour toi, il y a aucune fierté de le raconter. Alors que moi, quand j'ai perdu 17 kilos dans Koh-Lanta, tu sais, la photo, j'ai une photo où j'ai 17 kilos en moins, c'est dans mes favoris, je le montre, j'ai kiffé, mais parce que c'était dur. Et en fait, en vrai. En combien de temps les 17 kilos? En 42 jours. Et en vrai, j'étais dans le mal, J'étais dans le mal de ouf, mais d'être dans le mal, je kiffe. Et c'est comme ça que je réussis. Et les gens autour de toi, ceux qui réussissaient en tout cas dans l'aventure, ils avaient le même état d'esprit. Ils se disaient, ok, là c'est dur, mais je fais ça, machin. Ou chacun avait un peu ses raisons de continuer. Chacun avait ses raisons. Il y en a justement, tu sais, c'est des candidats qui habitent à Dubaï, qui sont en place, qui gagnent beaucoup d'argent, etc. Et justement, leur but, c'était de montrer aux autres, même dans la difficulté, je peux montrer aux autres que je peux aller loin, etc. Chacun a sa petite raison pour aller plus loin, mais chacun a son truc. Certains sont compétiteurs, donc il y a beaucoup de sport également, donc ils veulent montrer aux autres qu'ils sont plus forts que les autres. Donc chacun a son tips, mais pour moi, personnellement, le tips premier, c'est ce qui fait le plus, quoi. Faut pas, après cette aventure, faut pas avoir de regrets, quoi. Ça fait un peu comme dans la chanson, on parlait de ça, la chanson française, mais
tu vois, l'envie d'avoir envie de Johnny, où tu te prives des trucs pour rekiffer. Mais c'est ça, créer l'envie, ça c'est hyper important. Mais c'est ça. Et c'est là où justement quand on a envie, c'est là où on est très très bon. Il y a un truc comme ça dans le chemin de l'humain, de voilà, faut souffrir pour avoir les choses et tout. Mais moi j'ai une question pour vous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire c'est bon, je baisse les bras là, c'est trop dur, j'y arrive pas. Et si oui, à mon avis, ça nous arrive un peu à tous parfois. De quels outils vous êtes servis, ou quelles ont été les pensées, ou de quoi vous êtes servis pour pouvoir step up? Est-ce que vous avez attendu le lendemain? Est-ce que vous avez fait une sieste? Est-ce que vous avez appelé quelqu'un? Je veux dire, c'est... Moi, je trouve que écrire, ouais. Typiquement, en fait, si t'écris tout le temps, ça veut dire que tu vas aussi écrire tes états d'âme quand tu vas bien. Ouais, c'est vrai. Et du coup, si tu le relis quand tu vas pas bien, tu te rappelles que ça, c'est possible. Pas juste avec des photos, parce que tu vois vraiment intimement ce que tu as ressenti et pourquoi et de quoi ce sentiment était composé, et du coup ça rappelle. Et sinon aller au soleil, mais ça c'est pas toujours possible. Le sport aussi, moi, c'est le sport, prendre soin de moi. C'est vrai que des fois on l'a tous vécu, bien hein, sûr. tu te dis c'est l'aventure, dur. elle est corsée. L'aventure, elle est corsée, ouais. Et en même temps, tout à l'heure, tu parlais de privation et comment après tu reprends goût et tout ça. Bien sûr. Et c'est vrai que nous, sur le tournage, d'avoir un peu éprouvé nos hommes, parce que du coup, on a dû être dans la peau d'hommes. Donc, tu vois, renoncer à une sorte de féminité, tu vois, par exemple, se faire pousser les poils, parce qu'à l'époque, en fait, il n'y avait pas d'épilation. Donc ça, c'est des trucs... Donc, tu vois, laisser... Je pense que le visage, vous avez pas laissé pousser les poils, c'est si tout. Tu veux dire, oui, le visage, oui, les fausses barbes. Non, mais tu rigoles, mais le mono-sourcil, ça c'est véridique, tu vois. Tu sais que les barbes, tout le film, je me disais, c'est trop bien fait. C'est trop Parce que des fois, ça se voit un petit peu quand il y a des excroissances sur la peau qui sont ajoutées, ou des barbes et tout. Mais là, vraiment, c'est impressionnant. Oui, alors Cathy Vidal et Fabienne Robineau, donc, qui étaient à la coiffure au maquillage, on passait, donc c'était 1h30 de préparation. Et honnêtement, moi, après ce film, tu veux que je te dise, il y a un vrai rééquilibrage je me suis dit, ok, la femme que je suis, en fait, en éprouvant mon homme, donc déjà en me privant forcément tu vois, faire les ongles, d'être un peu coquette et tout ça, pendant quand même plus de 2 mois, et de tournage, et après, en vrai, il y a 1 an de prépa, et je me suis dit, ok, maintenant, je kiffe être une femme, et en même temps, le pouvoir que ça m'a apporté d'être un homme en termes de place que je prends, parce que tu vois, en fait, en éprouvant la démarche des hommes, en se disant ok, en fait tu prends ta place, tu vois, parce que du coup t'as plus de place, tu prends ton temps, et du coup j'ai beaucoup plus confiance en moi. Donc des fois t'as des aventures comme ça qui t'apprennent aussi des choses, et tu retiens des choses et tu dis ok, un film ça peut permettre aussi de c'est trop bien. Ouais, d'avoir plus confiance en moi, de pas accepter certaines choses de la vie aussi. Tu vois, des fois, t'as des comportements et tu te dis, mais ça, en fait, je vais plus accepter. Maintenant, je suis... Tu vois, une vraie... Mais t'as pas un truc aussi dans l'aventure que c'est en tant que personne de vivre un tournage, c'est éprouvant, etc. En tant qu'actrice, le moment où tu te mets dans la peau du personnage, donc là en l'occurrence des femmes qui se déguisent en hommes, qui disent explicitement dans le film, voilà, là on se sent beaucoup plus puissant, etc. Elles font bouger les trucs, parce qu'elles se mettent des postiches et tout. Est-ce que ça, c'est pas des trucs qui à la force te rentrent dans la tête, tu vois, de la même façon que peut-être que ton personnage dans Divine, Dounia, il t'a donné de la puissance aussi, parce qu'elle a la rage, enfin tu vois. Complètement, mais tu te perds complètement. En plus, moi, pour le coup, je suis en tout cas, mon plaisir, c'est de rentrer dans le personnage, d'être à fond et de presque me perdre, tu vois, dans ma vraie vie. Donc, ça veut dire, je vais porter les costumes dans la vraie vie, je vais vouloir, tu vois, par exemple, la barbe, tu rigoles, mais je l'ai portée. Tu croises où les à l'arrêt de bus. Non, mais c'est vrai, la barbe, je l'ai portée dans la vraie vie. Il y a un moment donné où vraiment, je me faisais même à l'ombre, je travaillais au crayon, et je sortais comme ça, et je conduisais comme ça. C'est toi que j'ai croisé une fois à Gare du Nord. C'est possible. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir, et j'avais besoin, en fait, j'ai besoin de ressentir le regard des autres, ce que ça fait, aller dans le métro, tu vois. Et alors, je vais pas te mentir, des fois c'est un peu déstabilisant, parce que tu vois, dans Divine, typiquement, je suis tellement devenue le personnage, un peu insolente, qui répond, que je me suis fait virer de mon lycée, tu vois. Ah ouais. En fait, il y a un moment donné où t'as 18 ans, tu sais pas, tu te sens pousser des ailes, et je passe de la petite fille un peu, tu vois, j'étais quand même bonne élève, je répondais pas à, je réponds au prof, je me lève, je fais un peu la gangster, je crois que je suis dans un film. Donc le conservatoire, c'est là où ça m'a aussi appris à me dire, ok, c'est un métier, et tu peux être en identification, tu peux être le personnage,
Mais il y a des, tu vois, tu peux aussi. Faut en sortir, quoi. Ouais, faut en sortir. Ouais. Mais surtout qu'on en parle très souvent autour de cette table de tous ces métiers que tout son exercice, tous les gens qui viennent en fait quasiment ils font ces métiers où il n'y a pas vraiment de frontières pro-perso. Ça veut dire le soir quand tu vas à des événements, j'en sais rien, même t'es dans la rue, tu restes toi, tu peux avoir des interactions avec les gens, des relations parasociales où ils te connaissent, tu les connais pas, enfin il y a tout un truc et tout. Mais c'est vrai qu'en tant qu'actrice c'est encore plus fort parce que quand tu commences à te laisser posséder par le personnage, c'est constant quoi. Ouais. Tu mets du temps à ressortir du personnage? Ouais. Ça dépend, mais franchement, ouais, tu mets quand même du temps. T'y vas à fond. T'y vas à fond. Et après, je t'ai dit, en général, il y a des personnages, t'as même pas envie d'en sortir. Parce qu'ils t'apprennent tellement de choses. Ouais. Tu vois, en plus, c'est des formations à chaque fois. Là, j'ai dû apprendre l'épée, à faire du cheval. Ouais. Des fois, une fois, j'ai appris à être chef d'orchestre. L'autre fois, être une prof de dancehall. Donc, en fait, t'es presque. C'est vrai, ce que tu disais, hein, c'est un peu schizophrénique d'un coup. Il y en avait qui sont suicidés comme ça. Il y en avait le mec qui faisait Joker. Ouais. Qui avait joué dans Brokeback Mountain. Mais après, tu peux le prendre en mode positif aussi, en mode bon, bah attends, j'ai plein de casquettes, je sais faire plein de trucs aussi, et tu les sors quand tu veux, tu vois. Donc ce soir, nous parlons d'aventure. Nous avons beaucoup parlé aussi d'aventure en soi-même, de comment surmonter les méandres de la vie. Et j'aimerais qu'on parle, justement, maintenant qu'on a parlé un petit peu d'aventure en soi, de l'aventure chez soi. Est-ce que vous avez déjà l'impression d'avoir vécu des aventures, par exemple, dans votre ville ? Dans ma ville, il y a des gens qui parlent du fait de faire du tourisme chez eux en mode tu vas exprès découvrir des restaurants, des cafés, choses qu'on fait pas forcément. Alors là, c'est une bien bonne question. Ouais. Les aventures qui me sont arrivées, pas forcément dans mon habitat, mais quand j'étais en tournée ou en concert à gauche à droite et qu'on loge forcément à l'hôtel, c'est des incendies. Ah bon ? Ouais, rien à voir, je pose ça comme ça, c'était une aventure. Pourquoi ? Parce que j'étais en train de dormir confortablement dans mon lit, lorsque tout à coup, j'entends des bruits, mais dans mon rêve. Tu vois, ça vient de mon rêve à la base. Et donc j'ouvre les yeux, et en fait non, c'est la vraie vie, et tout le monde court dans les couloirs. Commence à y avoir de la fumée qui vient de sous ma porte. Et moi, je suis une Algérienne, pardon, ça a peut-être rien à voir, mais j'avais pas envie de lâcher l'affaire. On me dit, vite, sortez vos affaires. Il y avait toute ma vie. Ça faisait 3 semaines j'étais là, j'avais encore des trucs à faire. Pas du tout, je vais pas laisser le feu. Il attendra, je vais lui parler au feu. Je vais lui parler. Donc j'ai fait ma valise à une vitesse de l'éclair. J'ai pris mes papiers d'identité de ça et je suis descendu dans le hall. Et les incendies, ça fait peur. Voilà. Okay. Ah moi je peux dire que ma ville, le Crin-Lissette, c'était une aventure, hein. Déjà tout petit, j'habitais dans une cité, on l'appelait la cité des toxicos. Donc quand on faisait des foot, t'allais chercher le ballon, c'était une aventure parce qu'en fait ça allait dans une sorte de grande une sorte de buisson. T'allais chercher ton ballon, il y avait au moins une trentaine de picouses. Mais c'est pas rigolo. Ton ballon. Donc ça déjà c'était une aventure. Donc ouais non, et en plus moi j'étais c'était une aventure aussi, j'étais graffeur, donc j'allais dans les toits, enfin j'allais faire des trucs de ouf. Ouais voilà, pas Yamakasi, mais des fois on prenait des risques pour aller marquer un pseudonom sur les bâtiments. Bon, c'était quelque chose, et de se faire courser par les flics, c'était aussi quelque chose d'autre. Donc en vrai, j'ai toujours aimé cette adrénaline en fait qui me prouve en fait que je suis en vie quelque part, tu vois. Si je ressens ce petit truc, ce cœur qui bat, ce petit stress, et ben je me dis, tu vois, je kiffe en vrai. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, que limite il fallait éprouver l'inconfort pour se sentir plus confort et tout. Et là, c'est limite frôler la mort pour plus kiffer la vie. En fait. C'est ça. En plus, je faisais tellement de conneries quand j'étais plus jeune. Bon, heureusement que si on était dans le métro, et à l'époque, tu pouvais passer d'une porte à une autre. Mais c'était vraiment à l'ancienne, tu vois. C'est quand il était en marche, tu pouvais ouvrir pour passer, et donc du coup on faisait que ça. Mais tu sais, on n'avait pas de réseaux sociaux à l'époque, donc quand on se faisait chier, tu vois, on faisait plein de conneries, et donc voilà. Mais en vrai, ouais, pour moi l'aventure, c'est comme je disais à Kaina précédemment, je disais moi, quand je serai vieux, si je le suis, j'aimerais avoir tellement de choses à raconter, et pour moi c'est ça l'aventure, c'est d'avoir des choses à raconter, et qu'elles soient bonnes ou mauvaises, tu vois, mais j'ai d'excellents souvenirs, des un peu moins bons. Donc l'aventure, c'est pas forcément des bonnes choses, mais au moins, voilà, t'as des choses à raconter. Donc voilà, j'ai quelque chose à raconter. Pour moi, c'est ça l'aventure. J'avais écrit un truc comme ça il y a quelques années. Je crois que c'était pour justifier ma vie qui était complètement aléatoire. Et j'avais écrit genre tout ce que je fais, c'est pour m'en souvenir.
dans des oreillers moelleux quand j'aurai 80 ans. Enfin, je sais plus quoi, c'était beaucoup mieux formulé, mais c'est genre, c'était pour, à mes 80 ans arrivés, potentiellement, voilà, fin de vie, tout ça, t'es là, t'es sur ton oreiller, et tu souris et tu te dis, ah ouais, quand même, j'ai vécu. Mais moi, c'est tous les soirs comme ça. C'est cool. Tous les soirs, quand je me couche, je me dis, mais quelle chance j'ai Gratitude. de pouvoir être au chaud, en n'ayant pas faim, sous un toit. Et ma plus grande crainte, pour moi, c'est d'avant de mourir, c'est de me dire, putain, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait, surtout? C'est de ma crainte, c'est de me dire, tiens, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Donc, je le fais sans hésiter, hein. Je peux te dire que, comme on disait avec Kaina, chaque minute, c'est la dernière de ta vie. Ouais, c'est Bien vrai. sûr. On ne sait pas si on va nous donner un autre souffle demain, donc faut vivre à fond maintenant. Demain est mort, enfin hier je dirais mort, demain on ne sait pas, et tout ce qui nous reste, et ce qu'on contrôle entre guillemets, c'est tout de suite maintenant en fait. Il y a une expression qui dit, ta deuxième vie commence quand tu te rends compte que t'as qu'une vie. Ouais, c'est vrai. C'est une expression à laquelle vous souscrivez aussi? Ah, complètement. Moi, j'espère que je vais mourir sans regret. Et c'est pour ça qu'il faut vivre à fond. Hein. Bah ouais. Il faut vivre à fond, il faut S'écouter. Et il faut continuer à faire notre passion et faire rêver les gens. On a beaucoup de chance, en vérité, de faire mon métier tous. Et on est des privilégiés, donc non, on se plaint pas. Et c'est quoi justement l'aventure que tu rêverais de vivre, mais que t'as pas encore tenté? Les apprentis aventuriers. Tellement. En vrai, moi, franchement, les apprentis aventuriers, si c'était pas filmé, ce serait le genre de truc qui me tenterait. Fort Boyard, c'est un peu. Koh-Lanta, franchement. Koh-Lanta, ouais, Mais pas du tout. Et toi? pas évident. Ça te dirait? Et toi, Ouda? Tu te sens de faire participer. Elle était pas là. Ouais, vous parlez de quoi excusez-moi. Là, il y a mon petit moment d'absence. Non, de participer à des aventures justement comme ça, Koh-Lanta, comme les Koh-Lanta, les apprentis aventuriers, Fort Boyard. Tu pourrais pas. Pékin. Danse avec les Express, stars, tout Ouda. ça. Danse avec les Ah stars. mais c'est vrai que toi, Ouda, t'es une grande danseuse. Je l'ai vu tout à l'heure dans ta démarche. Ouais. J'ai vu que Ouda, t'étais c'est une experte de cha-cha. C'est une très très grande danseuse. D'ailleurs, j'aimerais bien vous voir. Si ça n'avait pas été filmé, j'avoue que j'aurais fait danser avec les stars. Ah ouais, c'est clair. Elle danse trop bien. T'aimes pas être filmé. Tu préfères. Bah moi, je préfère filmer les gens. Ouais. Puis tu maîtrises pas de fou ton image aussi dans ces trucs-là. Moi, c'est pour ça, en fait, vraiment, même Unpopular Opinion, Secret Story, je trouve ça trop drôle. On dirait une partie de loup-garou qui dure. Tu vois, tu bluffes, tu machin. Mais c'est filmé, en fait, donc tu maîtrises pas ton image derrière et tout. Tu peux. En fait, en plus, le montage, ils en font ce qu'ils veulent. Mais c'est ça. Alors qu'en vrai, en soi, ces aventures à vivre, je pense que Koh-Lanta, justement, aller éprouver tes limites et tout, enfin, ça doit être trop bien. Tu vas même rencontrer des gens, enfin, c'est très fort. T'es et fier tout, de tu toi après. Mais tu te retrouves avec perds des 17 gens, kilos. jamais tu te serais retrouvé avec Bah, eux. c'est Hein. Je te retrouve avec un mec de 65 ans qui habite, je sais pas, au fin fond de. Ouais, à fond. Des fois, tu te retrouves avec des gens, ils se retrouvent avec un Polynésien, il criait dès qu'il gagnait une victoire. Non, tu sais, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu te retrouves vraiment dans des situations que en vrai t'aurais jamais fait. Et après dans la survie, il y a des liens qui doivent être tellement forts. Ouais, mais c'est dur parce que ouais, mais après des fois, tu vois. Il y en a au début, tout se passe bien, les 3 premiers jours, et au bout d'un moment, ils deviennent vraiment, vraiment très casse-couilles. Hein. Ils se peignent tout le temps, et tu vois, et c'est très très dur sur le moral. On voit vraiment le fond des humains dans ces conditions-là. Quand t'as faim, quand tu dors pas. Après, t'as des humains, moi je sais que je peux vraiment tenir tout, sauf le manque de sommeil. Ah ouais, va faire un truc comme ça, tu vois. Ah, c'est clair. Le manque de sommeil, je deviens zinzin au bout d'une nuit, pas ouf. J'ai pas de café le matin. C'est vrai. Je sais pas. Il y a aussi cette école-là d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Ah, je suis pas trop café. Moi, la télé-réalité que j'aime bien, je passe du coq à l'âne, mais on reste quand même dans la télé-réalité et c'est quand même une aventure. Je kiffe regarder Love is Blind sur Netflix. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Il y a eu toutes les versions, là, il y a la version il y a tous les pays, et d'ailleurs là j'ai trop hâte, ils l'ont tourné en France apparemment. Je suis vraiment une bolosse de cette émission. Donc Love is Blind, ils vont en Allemagne, il y a Love is Blind Habibi aussi. Ouais, t'as regardé? Des bars, donc Love is Blind, c'est quoi? Ouais, c'est 15 mecs, 15 meufs. Ils se connaissent pas, ils se sont jamais vus, et ils vont se rencontrer à travers un mur. Et donc ils échangent, etc. machin. À travers un mur. À travers un mur de lumière, tu sais, c'est bien fait, mais ils sont genre chacun dans leur salon, mais tu vois les deux, mais eux ils se voient pas en fait. D'accord. Et donc t'as plein de profils et tout, des gens qui viennent pour justement qu'on les apprécie pour ce qu'ils sont et pas pour leur aspect physique. Il y a des super belles gosses, d'autres qui sont un peu moins un truc. Bref, chacun a sa raison de venir participer au concept. C'est comme L'amour est aveugle un peu. Tu te souviens de exactement ça, ouais. Mais ça a pas duré longtemps. Il y a 2-3 saisons en fait. Elle vient de là, comment elle s'appelle? Nabila, ouais. Nabila, ouais, je me rappelle. Putain, on est trop penchés. Ah oui. Et du coup, ça va jusqu'au Ça les parle mariage. pas, Ouda. Ça, c'est. On parle le truc. Qu'est-ce qu'il me raconte? Il parle chinois. Qu'est-ce que tu regardes, toi?
Qu'est-ce que t'as déjà non Regarde Arte ou regarde des trucs. Non, Starac à l'époque et tout, non Non, moi, il y a un truc que j'aime beaucoup regarder, j'avoue, c'est un peu mon petit... Péché télévisuel. The Voice. Non, The Voice, j'adore regarder c'est vrai que j'aime bien aussi. J'adore regarder ce moment où ces gens viennent chanter et il y a des moments de grâce. Des moments de grâce Putain, on m'avait incroyables. proposé de le faire. The Voice, que nous, on aime que les embrouilles. En tant que quoi? Pour faire la vaisselle. Non, en tant que chanteuse. Je me dis pas en tant que candidate quand même. Bah si. Ah ouais. Non, mais c'était au début, genre. Quand elle a débuté. Ouais, non, même pas. C'était au milieu peut-être. C'était le premier The Voice d'ailleurs. Ouais. Ah ouais. Ouais. T'étais déjà en place ou quoi? Ouais, un petit peu, mais je sais pas. Je devais être dans une période où j'avais pas sorti de choses depuis longtemps. Tu sais, ils ont fait ça. Il y a Gage aussi qui est revenu. Tu te rappelles de Gage? Ah si, moi il y a un truc que j'aime ça bien fait regarder, des- c'est Squeezie. J'ai découvert ça avec mon fils. Squeezie, c'est à YouTube. Marrakech. C'est de la télé-réalité, ça. Non, c'est un youtubeur. Ah ouais, je l'aime Ouais, bien, mais maintenant Squeezie ça aussi. confine à des programmes quand c'est même. ça, c'est qu'en fait, ils font des- à des vrais fond. programmes, à fond, voilà. à fond, à fond. J'aime bien Squeezie, ouais, moi aussi j'aime bien. Mais c'est pas, il a fait c'est pas de la télé-réalité quand ils viennent présenter les métiers. C'est un youtubeur. Non, non, Ah, ouais, d'accord. ça c'est. Oui. Non, Toi, tu parles de l'imposteur. oui, Ouais. l'imposteur. Oui. Ouais. mais c'est Il y a un- c'est un jeu, en fait, c'est un jeu, donc Ah du oui, coup, c'est un jeu, forcément, c'est mais ça. juste comme c'est pas diffusé à la télé, Ouais, c'est on rigolo. peut c'est la télé-réalité, mais dans l'idée, oui. c'en est. L'imposteur, je l'ai vu sur un mur. Le poster. D'accord. Il y a On ne demande qu'à en rire aussi à la télé. Non mais en tant que réal, du coup, on va revenir quand même à ça. Dans ton film, il y a un titre qui s'appelle Someone Else But Me. Mhm. On va l'écouter. C'est à quel moment ce titre? Alors c'est à la fin du On film. ne va Je pas ne vous spoiler. dirai pas ce qui Voilà, se passe. nous spoil pas. Mais en tout cas, voilà, c'est un très très beau titre qui a été composé par Émilie Gassin et Ben Violet. Et il est absolument sublimissime. Je suis sûre que ça va devenir un tube. Et nous poursuivons cette discussion sur l'aventure avec une discussion en off sur qui fait quel sport. Mais je vais vous poser une autre question qui va rejoindre un peu pas mal de discussions qu'on a pu avoir avec toutes les symboliques, etc. Est-ce que vous avez une figure d'aventurier ou d'aventurière qui vous inspire ? Oui, moi c'est Kaina la guerrière. Kaina, c'est le nom que j'ai choisi pour incarner la musicienne et l'auteur que je suis. Et donc, pour la petite histoire, Kaina, c'est une reine d'une région d'Algérie qui s'appelle les Aurès. Et c'était une reine guerrière qui contrôlait une armée d'hommes qui avaient des pouvoirs divinatoires. Elle est importante dans l'histoire de la civilisation algérienne, mais bon, c'est il y a quelques siècles déjà. Donc moi, je m'étais identifiée à elle parce que je trouvais que c'était la Xena, la guerrière, un peu façon berbère. Et la vie est un fight, et moi, je suis vraiment une guerrière dans ma vie de tous les jours. J'ai vraiment cette mentale à me dépasser, à toujours me renouveler, à toujours avancer, avoir des nouveaux projets et tout. Donc moi, c'est elle à qui je m'identifie. Un moteur. Est-ce que vous avez des modèles auxquels vous pensez d'aventuriers, d'aventurières ? Allez-y. Vas-y, vas-y. Moi, j'en ai plein. Ouais, moi aussi. Allez-y. Mais je Les vous écoute, aventurières nous des avons temps tout le temps. modernes L'émission aussi. s'appelle Tunnel, donc c'est bien pour mettre des tunnels longs. Allez-y. Ouais, c'est vrai. Aventurière. Moi, j'ai plein. Il y a Faut plein définir de femmes. aventurière aussi. Ouais, ça c'est peut être ça. des femmes qui ont ouvert la voie. Ça peut Oui, être c'est ça. Moi, ouais. après, il y a plein de femmes qui m'inspirent. En tout cas, tu vois, on a parlé de Mélanie tout à l'heure. Elle fait partie des figures, moi, qui m'ont. Enfin, j'ai grandi avec elle Ouais. et vraiment, je m'identifiais à elle et à ses textes et à ce qu'elle disait. Après, t'as plein de femmes, Annie Ernaux, tu vois, Assa Traoré, Ouais. dans d'autres styles, mais Dans plein de domaines. qui m'inspirent, ouais. Bien sûr. Ouda Benyamina, en vrai, elle m'inspire Quels beaucoup. sont les... Ah oui, C'est mon héroïne, en vrai, ma sœur. Bah, Ouais, franchement, tu vois, tu c'est peux. ça. hein. Qui m'a pour de Avec vrai. tout ce que t'as c'est- créé et tout, franchement. Ah, mais pour- ouais, grave. C'est-à-dire que elle a quand même créé une association qui aujourd'hui il y a plein d'acteurs qui sont nés de là, C'est magnifique. dont moi, et qui permettent de rêver et qui permettent d'avoir de nouvelles figures et enfin ça pour moi c'est ouvrir la voie. Ouais, Pourquoi c'est t'as vrai. voulu à la toute base créer justement 1000 visages ? Parce que je trouvais que le milieu du cinéma, en tout cas quand je l'ai créé il y a 20 ans, était réservé à une élite. C'est vrai. Et qu'à la base, le cinéma est un art populaire.
Et j'avais envie de le démocratiser, et je trouvais qu'il n'y avait pas assez de diversité, et pas simplement des Noirs et des Arabes, mais aussi des pauvres, des riches, des gens de classe moyenne, qu'il fallait avoir un certain réseau pour pouvoir participer à ce métier, en tout cas en faire partie de cette grande famille. Il fallait être, fallait avoir un peu de sang noble, entre guillemets. Et du coup, j'ai décidé de l'ouvrir, donc Mille Visages détecte des talents à la fois en banlieue, mais aussi en ruralité, parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est encore plus important, plus que jamais, de encore permettre à ces jeunes, parce que là, nous, en ce moment, on est en train de réaliser un court-métrage à Grigny, à la Grande Borne, l'endroit d'où je viens, en tout cas pas très loin, à Viry-Châtillon. Et le tissu associatif est complètement mort en France, ou en tout cas en train de mourir. Il y a plus beaucoup de budget, voire plus de budget pour justement amener la culture dans ces zones qui sont complètement désertées. Isolées, et c'est la même chose en ruralité. Donc nous, on permet à des jeunes, justement, on va sur le terrain et on permet à des jeunes de pouvoir créer et surtout de leur faire découvrir des métiers auxquels ils pourraient même pas penser, rêver. Donc il faut ouvrir des voies, il faut ouvrir des imaginaires, hein, et ça c'est extrêmement important. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que comme ça on dirait vraiment qu'il y a des métiers qui sont réservés à des classes sociales. Typiquement le métier d'acteur, il y a beaucoup quand même de népos, donc des enfants, même des petits-enfants, d'acteurs, d'actrices, etc. T'as l'impression qu'il y a des sports qui sont réservés aux classes populaires et tout, et c'est hyper bien de venir aussi mettre un coup de pied là-dedans et dire bah non, en fait tout le monde peut tout faire. C'est vrai, et surtout qu'un ado, un jeune, je me permets, ça va être tellement important, les rencontres qu'il va faire tout au long de son Oui, mais là aujourd'hui, il faut pas qu'on se mente, en fait. La France est en train de faire un virage extrêmement ça fonce dans un mur, un virage que moi, j'ai peut-être un peu d'expérience, et il y a une vingtaine d'années, c'était pas comme ça. Là, il y a plus d'associations, les budgets ont été coupés, il y a vraiment des zones qui sont complètement désertées où il y a plus rien. Et là, nous, avec cette association, on se bat justement pour amener la culture, parce que la culture, c'est aussi, pour moi, il y a la médecine, on va dire physique, mais il y a aussi la médecine mentale. Et la culture est une forme de médecine mentale, parce qu'elle permet de nous évader, d'ouvrir des champs. La fiction, c'est ce qui a changé le monde, hein. C'est parce qu'on s'est raconté des histoires qu'on a pu voler. C'est parce qu'on a raconté des histoires qu'on a pu changer les choses. On parlait de figures tout à l'heure. Il y a des figures tellement importantes comme Angela Davis, comme Rosa Parks, comme elle parlait de Assa Traoré, qui essayent de changer le monde. Et là, aujourd'hui, moi, je suis pourtant d'une nature très positive. Très optimiste, mais vraiment très positive. Mais aujourd'hui, je trouve que on doit se battre encore plus que jamais, parce que il y a un laisser-aller dans la ruralité et la banlieue au niveau du tissu associatif, et pas que au niveau culturel. Ouais, c'est vrai qu'il coupe, qui est effrayant. Il coupe tous les budgets. C'est vrai. Je suis marraine d'une association à Nice, justement, qui s'appelle Éveille ton art. Et donc il y a des cours de théâtre, des cours d'afro, de danse afro, des concours de chant, etc. Et c'est des jeunes, c'est leur bouffée d'oxygène dans la semaine, d'aller se rassembler. Donc ça, c'est devenu vraiment hyper familial et tout. Et Hanan, que j'embrasse si elle m'entend, pareil, se plaignait du fait que cette année et même l'année d'avant, il n'y a plus rien, quoi. Ils sont en train de se démerder avec des bouts de ficelle. Alors heureusement que dans ces quartiers-là, il y a énormément de personnes intuitives, humaines, solidaires, qui viennent chacune avec leurs petits leurs dons, venir donner de l'amour et essayer d'organiser des choses, etc. Les mamans, les jeunes qui essayent de faire tenir le truc, mais j'avoue, c'est une catastrophe. Et elle sait plus par où prendre les choses. Sans budget, il y a des choses qui peuvent pas fonctionner. Donc c'est vrai que c'est très dommageable pour la jeunesse et pour ces parties de la France. Mais c'est vrai qu'il y a remettre du budget, manier le territoire et aussi offrir de nouvelles représentations. C'est aussi toi ce que tu fais là dans Toutes pour une. On a beaucoup actuellement d'adaptations, donc de romans, notamment de Dumas. On a vu, donc il y a les 4 mousquetaires. C'était le film, c'était les 3 ou les 4 ? Les 3. Non, je crois que c'était les 4 justement, que c'était un clin d'œil. Le Comte de Monte Cristo. Toi, tu viens
réécrire ça avec une lecture où en fait tu mets des femmes, en plus des femmes non blanches, à part Daphné Patakia. Enfin, tu vois, il y a tout un truc. C'est important aussi. Alors, c'est vrai que pour moi, la représentation, elle est importante. C'est-à-dire qu'on vit dans une France qui a ce visage-là, pour moi. Donc, c'était important d'avoir cette diversité. Et aussi parce que c'est des actrices de dingo, quoi, aussi, tout simplement. Le casting, parce que j'ai l'impression qu'on va me taxer de faire de la discrimination positive. Pas du tout. Je trouve que le meilleur Porto que je pouvais avoir, c'est Deborah Lunkumwena. Voilà, le meilleur d'Artagnan, pour moi, c'était Oulaya Mamra. Sabrina Ouazani a fait un Athos absolument extraordinaire. Daphné Patakia a fait un Aramis fou. Donc, c'est aussi... parce que aussi, on nous ramène beaucoup à notre couleur, à l'endroit d'où on vient. Et, alors que demain, quand Audiard ou Céline Sciamma va faire un film, personne va lui parler de sa couleur de peau. Personne va lui dire qu'elle fait un film où il y a que des blancs, etc. Et de nous ramener systématiquement à l'endroit d'où on vient, au lieu de nous parler juste de cinéma, de culture, de... Ça c'est... Et je parle aussi aux détracteurs, parce que c'est aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure de cette jeune fille là, qui a attaqué sur les réseaux sociaux. Bah, nous aussi, on est beaucoup attaqués sur les réseaux sociaux, parce que ça embête beaucoup de gens qu'il y ait à Porto que Porto s'appelle Deborah Lunkumwena. Ça embête beaucoup de gens que D'Artagnan s'appelle Oulaya Mamra. Ça embête beaucoup de gens que Ouda Benyamia réalise ce film. Et moi, je vous invite, vous jeunes qui écoutez cette radio, et c'est pour ça que j'ai accepté de venir chez vous, allez voir ce film. Pas simplement parce que c'est mon film et que j'ai envie de me faire de la pub ou je sais pas quoi, je m'en tape en vrai. Mais vraiment parce que c'est important que vous alliez voir ce genre de représentation. Et pour que ce film, il existe. Et en plus, ce film, il est méga attaqué par la fachosphère. On a une note désastreuse sur Allociné. Et ça, je suis vraiment très en colère après Allociné qui ne fait pas son travail de médiateur. Ils mettent un pauvre mot. Du coup, ma note, elle a 1,2 sur Allociné, parce que on a la fachosphère qui nous attaque, qui attaque parce qu'on est noir, parce qu'on est arabe, parce qu'on est des femmes aussi, parce que nous, on a coché toutes les cases. Et Allociné, ils laissent faire. Ils ne font rien. Les distributeurs du film UGC ont pas arrêté de dire que les appellent toute la journée, mais ils ne font rien. Et ça, moi, je trouve ça vraiment injuste, quoi. Alors, du coup, j'ai une note de 1,2, alors que sur la note UGC, on a 3,5, parce que c'est uniquement les gens qui ont acheté leur ticket qui peuvent voter. Donc là, moi, je vous appelle tous, mais vraiment tous. Il y a un moment donné où, oui, eux, ils sont organisés, la fachosphère. Ils sont hyper organisés, hyper capés pour nous mettre en bas, pour nous mettre un genou à terre. Et ben, moi, je mettrai pas un genou à terre. Je vous appelle tous à aller voir le film, à en parler autour de vous, à en parler sur TikTok, parce que c'est parce que jamais ça n'a été fait. Je veux dire, là, les mousquetaires de Bourboulon, ils ont pas mis un noir, ils ont pas mis un arabe, alors qu'on a Tahar Rahim, on a Omar Sy, et on n'a pas un seul. Et je ne revendique pas que ça, en fait. C'est pas la question. Je revendique aussi à la pluralité. Et c'est à nous, jeunes, c'est à nous, hommes, femmes, de faire un acte presque citoyen en allant voir ce film et en les contrant, en mettant sur les réseaux sociaux des messages de soutien. Voilà, j'attends vraiment beaucoup de la communauté de nous soutenir. Mais surtout que tu as tout à fait raison dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, quand un film rassemble essentiellement des hommes, essentiellement blancs, comme c'est l'être humain par défaut, un peu, ça pose pas de problème. Dès qu'il y a des femmes, dès qu'il y a trop de personnes non blanches et tout, ça crée directement un truc où c'est taxé de woke, où il y a tout ce qui est possible. En fait, on dirait que, justement, des femmes, en plus des femmes non blanches, n'ont pas le droit de juste jouer des mousquetaires et se réapproprier un truc. Enfin, en fait, c'est comme s'il y avait une espèce de volonté de toujours laisser certaines citoyennes, en l'occurrence, toujours être des personnages secondaires, et c'est particulièrement éreintant, et les attaques organisées, je comprends aussi que ça le soit. Et on finit d'ailleurs cette discussion sur l'aventure, et j'aimerais me tourner vers toi, Kaina. Moi aussi, j'aimerais me tourner vers elle. Eh ben, on se tourne vers elle. Tournez-vous vers le soleil. Quand tu reviens il y a 1 an et demi, du coup, dans la musique, le fait de tout recommencer, enfin de revenir comme ça et tout, est-ce que c'est une forme d'aventure aussi, de se dire ok, bah là j'ai fait ça à un moment dans la musique, ensuite j'ai fait ça au niveau perso, puis là je me remets dans le truc. Comment on le vit?
Bah écoute, on le vit plutôt bien. En fait, juste avant de revenir avec mes 2 EP, j'ai écrit et composé pas mal de titres pour pas mal d'artistes. Donc j'ai... T'as jamais lâché le truc, quoi. Non, j'étais dans les coulisses et en studio avec d'autres artistes. Donc j'écrivais, je composais, je coachais aussi pas mal. Donc j'ai fait des super rencontres. Humainement parlant aussi, ça m'a appris plein de choses. Et le fait de pouvoir sortir de mon propre spectre personnel artistique, ça m'a... J'imagine un peu toi comme quand tu vas d'un rôle à l'autre. En fait, écrire pour différentes personnalités, ben ça te fait aussi sortir de toi. Et bien sûr, moi, ma vie est une aventure depuis le départ, depuis l'âge de 16 ans où j'ai compris que je voulais vraiment faire ça de manière professionnelle et qu'on pouvait en faire un métier jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que ça fait quand même un peu plus de 20 ans que je fais ça de manière professionnelle, ouais, ça date. Mais voilà, je suis d'hier et d'aujourd'hui et de demain parce que voilà, la passion. J'ai une jeune ado à la maison de 15 ans et donc je suis ultra branchée sur tout ce qui sort, tout ce qui voilà, toutes les actualités, etc. Et c'est toujours un immense plaisir. En fait, moi, j'ai toujours 20 ans dans ma tête et je suis archi pas blasée. Au contraire, je suis d'un enthousiasme fou pour continuer à créer, à faire des nouvelles choses. Là, j'écris notamment un livre, comme je te disais tout à l'heure. J'essaie de toucher à plein de choses. Et c'est toujours, ouais, bien sûr. Le Amélie Diams, il a dû te parler, du coup. Le quoi? Si t'as toujours 20 ans. Ah, exactement, ouais, bien vu la transition. Ouais, non, moi j'ai vraiment toujours 20 ans. Je pense vraiment que l'âge est un chiffre, ni plus ni moins. Et c'est vraiment ton état d'esprit et ton enthousiasme qui fait aussi ta bonne santé et ta bonne santé mentale et le fait de toujours recréer, créer, voilà, c'est ce qui me fait kiffer, moi, c'est ce qui me tient en vie. Et je me fais grave une réflexion là parce que je suis en train d'arriver en bout de bout. Je fais que dire, j'arrive en bout de vingtaine. Ma belle, ton anniversaire c'est dans 1 mois, donc vraiment au bout du bout du bout. Ouais. Mais bref, vu que dans 1 mois je vais avoir 30 ans, j'ai vraiment, tu sais, l'espèce de... Attends, t'es né quand? Revival un peu. Je suis née le 3 mars 95. Ah non, putain, t'es né le même jour que ma fille. C'est vrai? Elle est née le 3 mars? Ouais. Attends, mais j'ai rencontré aussi quelqu'un toujours qui est né le 3 mars. Ah ouais? Alors que je connais personne qui est né en mars. Sérieux? Putain, je connais plein de septembre, octobre, novembre, mais pas de... C'est vrai que c'est pas tous les jours que je rencontre. Elle est pas née en 95, je pense. Non. Mais c'est bien, elle a un chiffre miroir. Ouais. En plus, elle est dans le 33. Enfin bref. Bon. Bah ouais, pareil, 369. Elle est née le 3 mars 2009. Du coup, j'adore. Dans la trilogie. J'adore. Très créative, très... les poissons, quoi. Toujours, ouais, voilà, grave. Un peu perché. Mais cool, hein, t'inquiète, 30 ans, c'est cool, hein. Mais justement, en fait, c'est ce que je me dis, là, je suis en train de revoir tu sais, je me fais comme un espèce de film à l'envers de la vingtaine et tout. Et je me dis, en vrai, le début de vingtaine, j'ai pas forcément adoré. Parce que je trouve que, vas-y, c'est un moment où tu fais plein d'expériences, de trucs et tout. Et en fait, c'est presque un peu trop violent. Ouais. Et par contre, la deuxième moitié de vingtaine, et vraiment, j'en parle avec plein de potes de mon âge qui trouvent un peu la même chose. Je sais pas ce que t'en penses, parce que t'as 2 ans ou 3 ans de moins que moi. Mais en fait, t'as un peu un truc où tu commences à mieux te connaître et tu vois vraiment justement le fait de grandir, de vieillir comme une aventure et tu te connais de mieux en mieux et tu vas au bout de toi et tout. Et c'est super agréable, je trouve. Je suis d'accord, c'est super agréable. En fait, c'est comme si au fur et à mesure du temps, enfin moi c'est comme ça que je le vois, je trouvais des clés pour pallier à telle fuite énergétique. Enfin je sais pas, s'il y a un truc qui me pèse trop, avant je nageais dedans, tu vois, jusqu'à m'en étouffer. Et aujourd'hui, ben je sais quoi mettre en place psychologiquement, quoi me dire, etc. On gagne aussi énormément en sagesse de par une expérience de vie un petit peu longue, je pense au-delà de la trentaine, on finit par gagner en sagesse. Bien sûr. Je sais pas ce que t'en penses, que vous en pensez, mais relativiser un peu plus les choses. Voilà quoi, il y a rien de grave en fait, rien. Même demain je suis plus là, enfin même la mort quoi, c'est pas grave quoi, tu vois ce que je veux dire? Je suis dans un truc vraiment de lâcher prise. Et je suis très comme ça moi, je lâche prise et puis je laisse, mais toujours dans ma combativité, créer des choses, etc. machin. Mais transformer le plomb en or, être toujours un peu alchimiste et me dire, parce que je me sais protéger. Certes, ce mal est là, mais il y a un bien derrière. Je le sais pas tout de suite, mais Dieu le sait. Enfin, moi, je crois en Dieu, l'univers, qui tu veux, mais il y a une force, une intelligence au-dessus de nous qui fait que nous, en fait, on a l'impression de contrôler, mais en fait, on contrôle rien. On vit le truc, quoi. On vit le truc, voilà. Donc, se délester de toutes ces angoisses, de tout. Enfin, c'est un travail, hein. Je dis pas que j'y arrive, mais justement, j'y travaille. Wow. Toi, t'arrives, Laurent, au fil des aventures, parce qu'il y en a eu beaucoup, à continuer à apprendre sur toi-même. À quoi? À continuer à apprendre sur toi-même. Toujours, hein. Et pas que sur moi-même, mais sur quoi? Sur les gens aussi. Et moi, j'observe beaucoup les gens. Et en fait, je peux apprendre même d'un enfant de 3 ans une petite réaction qu'il a eue.
et ben je peux apprendre de ce qu'il a fait, tu vois, pour le prendre sur moi. C'est actualiser le logiciel je regarde beaucoup, je regarde ce qui se passe, je regarde des réactions, comment il a réagi à ce qui s'est passé. Observer, ouais. Et j'observe, et des fois, je me repose des questions. C'est important de se remettre en question, parce que sinon après on pense tout savoir, on croit tout connaître, etc. Et on n'est jamais fini. Et du coup, en fait, je pense qu'on peut apprendre à l'infini, donc voilà, j'essaie de tous les jours être meilleur qu'hier, et j'observe, je regarde, j'essaie d'apprendre. Pour moi, c'est hyper important de toujours évoluer, et sans me dire tiens, je me rapproche, je commence à être vieux et il est trop tard pour commencer ci ou ça, donc je commence n'importe quoi. Là, je me suis inscrit l'année dernière dans un club de ping-pong, tu vois. Okay. Donc voilà, et en fait, je continue à faire tout et n'importe quoi tant que je kiffe. Et en fait, faut pas se mettre de limites et se dire tiens, je pourrais pas faire ci, je pourrais pas faire ça. Et c'est le pourquoi pas qui aide aussi, parce que des fois tu vois un truc comme le ping-pong et tu vas te dire pourquoi je ferais pas ça. Et tu sais, t'as des gens qui vont, ils vont te dire mais pourquoi je m'inscrirais à ça, pourquoi j'essaierais ça, t'es là, pourquoi pas en fait. C'est vrai, c'est ça. En fait, c'est ça exactement. En fait, il faut se reconnecter à son intuitivité. Je crois qu'on a perdu ça. Je sais pas si c'est avec l'arrivée de l'ère numérique, etc. Mais tout est tellement, c'est un peu tout est tellement numérisé, etc. On finit par perdre ce qu'on a vraiment au fond. Et je pense qu'avec le temps, on apprend à mieux s'écouter. Moi, par exemple, rien à voir, c'est pas du ping-pong ni apprendre à faire du pain, mais je me lance dans des cours d'acting, là, parce que je me dis que... Sympa. Ouais, parce que je me dis que... Elle sera dans les 4 Mousquetaires, qui est c'est la saison 2 de... Elle a un petit rôle pour moi aussi, je crois, pâtissier du coin. Non, mais c'est rigolo, parce que, c'est vrai que... j'ai une voix et une personnalité très émotionnelle et très intense, et je me dis pourquoi pas explorer ces émotions dans un autre spectre que la musique. Donc on va voir, l'année commence, restez branchés. Mais justement, quel conseil vous donneriez autour de la table à quelqu'un qui hésite à se lancer dans une aventure? C'est elle la prof, hein. Mais tu l'as expérimenté aussi. Ah moi je dirais s'il y a aucune limite en vrai, t'as raison. C'est on a des pensées moi, je trouve limitantes. Ouais, c'est vrai, t'as raison. On se les crée, les pensées limitantes. On se les crée, ou elles viennent de traumas ou d'un paradigme. Ou d'appréhension. On se dit il peut y avoir ci, ça. D'échecs. Moi, franchement, je vous ai écouté, je suis assez envieuse de votre sagesse et de la façon. Moi, j'ai hâte d'être à cet âge où tu t'en fous, où t'es un peu en mode je me laisse porter. Moi, je suis complètement des fois prisonnière de mes émotions. Je suis encore dans. Dans l'apprentissage. J'ai l'impression que je suis encore dans pas l'adolescence, mais presque. Tu vois, tu te dis. T'as envie, j'ai hâte d'avoir le moment de calme là où tu sais tout est soi-disant, je sais pas si ça va arriver, mais tu sais, on dit un moment à 30 ans tout est aligné. Non mais je sais pas si c'est 30 ans, mais en fait, ce que je dis, t'apprends à plus te connaître. C'est l'ancrage en fait. C'est ça. En fait, t'as tellement fait de choses. Tu deviens pas adulte du jour au lendemain, c'est pas tu te lèves un matin. Ouais, c'est vrai. T'as tellement fait de choses que t'as plus rien à prouver, donc t'es en mode je m'en tape quoi, je le fais. J'ai tellement hâte. Ouais, mais en vrai. En fait, c'est toi que tu dois faire kiffer. Si toi tu kiffes, comme tu disais tout à l'heure, et comme Ouda aussi je le disais très justement, si ça vibre en nous, fuck ce qui se passe autour. Sauf. Ouais, mais c'est dur, des fois, tu vois, le regard des autres, on parlait des réseaux, de machin, tout, tu sais. C'est vrai, c'est pas évident. Franchement, c'est dur de faire abstraction, de dire que ça existe pas, que t'es que connecté à ta passion. Moi, je rêverais. Ouais. Mais des fois, t'es confronté et tu te dis, ah ouais, le regard des autres. Mais après, là, on parlait des réseaux juste avant. Enfin, est-ce que, tu vois, un truc comme ça, avant, ça arrivait pas, sans les réseaux? Ouais, c'est vrai. Donc il y a toujours du bien et du moins bien dans l'évolution de toute manière, mais bon. Peut-être on peut se dire, on ne calcule pas cette évolution moderne. Mais c'est y a un moment. Mais bien sûr. Non, mais en plus, on est arrivé à un moment où on fait les choses pour les gens. C'est-à-dire qu'on va faire une activité pour le poster et montrer aux autres qu'on fait ci ou ça. On fait même pas pour nous, c'est que juste pour montrer que j'ai fait ça ou ça. Tu nous fais arriver à une question justement. J'avais anticipé. Est-ce qu'il y a encore du mystère dans la façon dont on vit les aventures, le voyage, etc. Quand on sait que très souvent, en fait, on perd découvrir des lieux parce qu'on les a vus 100 fois sur Instagram. Tu vois ? J'avoue, j'avais vu une vidéo de Santorin. Genre, tu vois, je suis jamais allée, mais genre, il y avait Instagram vs Will Life, tu vois. Et tu vois, en fait, il y a 500 personnes derrière la meuf, mais juste, elle a réussi à s'isoler sur un bout de ciel bleu.
Voilà, c'était ma petite remarque. Bah non, mais même quand tu vois les vidéos de Nouvel An et tout machin, ça. Ouais, c'est vrai. Et puis même, ouais, puis tout le monde est sur son tel et tout. Moi, je me dis, mais putain, mais imagine, parce que là, TikTok, par exemple, ça a failli s'arrêter aux États-Unis. Mais imaginez demain, il y a un bug. Je suis en mode Black Mirror et tout s'éteint. C'est le blackout. Bah c'est Koh-Lanta, hein. Je te dis, il y a plus rien. Plus de téléphone, plus rien. Hein. Là, t'appelles Laurent et tu lui Moi, j'ai pas conseils. TikTok personnellement. On va retourner, on va s'écrire des lettres, comment on va faire? Bah, on va s'appeler par la fenêtre. Aujourd'hui dans le métro, je me suis dit, imagine, il y a genre tout qui s'arrête. T'as vu tous les dans les le métro, réseaux, les communications. Non, je pensais en général depuis le métro. Je crois qu'on va sortir plus déjà. Bah on va sortir du jeu de cartes, hein. J'ai 2-3 On va s'aimer. Non mais justement, est-ce que la technologie elle a tué l'esprit d'aventure et de vouloir tenter pour soi-même des choses, etc. en codifiant trop ce qu'on devait faire pour le montrer, ou non? Est-ce que ça encourage la créativité? Je sais pas. Tu penses quoi, Ouda? Je pense que ça a toujours existé. Il y a qu'à lire le roman de Balzac. C'est vrai. Ça a toujours existé. On s'attendait à un petit truc comme ça. Nous sommes de retour sur France Culture. On est revenu sur France Culture. Non, mais c'est vrai, en fait. J'ai toujours l'impression Enfin, j'ai l'impression que vous êtes plus vieux que moi, en fait, finalement. Parce que du coup, les réseaux sociaux, ça a l'air d'être... Alors que ça peut être aussi... quelque chose de méga positif, mais en fait, et ça a permis justement de savoir justement le génocide qui est en train de se passer à Gaza, et c'est parce qu'il y a eu toutes ces images qu'on a pu se rendre compte de l'horreur qui était en train de se passer en direct. Donc en fait on a deux façons de voir l'évolution, c'est-à-dire il y a la façon et il y a toujours eu les deux, en fait. Donc je pense que le paraître, on n'a qu'à regarder par exemple le théâtre à l'italienne. Quand les gens venaient dans les théâtres à l'italienne, c'est un théâtre qui est construit de façon à ce que quand on vient voir le spectacle, on vient pas voir le spectacle, mais on vient se voir soi-même. Et donc du coup, les femmes arrivaient avec des grandes robes au 17e, avec des... Et en fait, elles venaient pas voir le spectacle, elles venaient se voir elles. Et c'est un peu ce que vous parliez tout à l'heure des réseaux sociaux. En fait, vous êtes même pas en train de manger votre plat, vous êtes juste en train de le filmer. Voilà. Et là, on n'était pas en train de regarder. C'était la même chose. En fait, je pense que... Je capte le parallèle. Je pense que si on regarde rétrospectivement l'histoire, c'est juste une sorte de cercle qui se répète avec des outils différents. Des outils différents, Mais en vérité, l'outil de l'intelligence artificielle, il faut le voir comme quelque chose de positif, parce que c'est peut-être ça qui va nous apprendre à comment on va sauver notre planète, parce que aussi l'écologie, c'est un vrai sujet aujourd'hui, et peut-être que c'est grâce à l'intelligence artificielle, et surtout les horreurs qui se passent aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui nous en font part. Je parlais tout à l'heure de Gaza. On n'aurait jamais, aujourd'hui, c'est documenté. On va pouvoir faire un gros travail et les historiens vont pouvoir aussi travailler grâce à ces images et rendre compte de ce qui s'est passé là-bas. C'est vrai. Mais justement, là, tu viens de mentionner le génocide à Gaza, tu viens de mentionner la crise écologique. On parlait tout à l'heure d'autres problèmes encore. Là, on a vraiment la sensation, qui n'est pas qu'une sensation a priori, que le monde est en train de s'écrouler. Est-ce que du coup, vous trouvez, enfin moi c'est mon cas en tout cas, que ça vous enlève toute prudence parce qu'on est en mode, bon bah de toute façon, tant pis, maintenant je peux tenter des trucs puisque c'est tellement le bordel que... Mais c'est au contraire, les gens ont peur, les gens ne font plus rien, on n'a qu'à voir nos artistes, on n'a qu'à voir l'intelligentsia, tout le monde a peur de parler, tout le monde a peur de se faire lyncher sur les réseaux sociaux, tout le monde a peur, en fait la peur c'est devenu le moteur de nos réactions, donc au contraire, hein, je pense que on n'a jamais été autant paralysé. On nous dit qu'on est dans une soi-disant société de liberté d'expression. Soi-disant X est un endroit de liberté, mais les algorithmes font qu'on est entre nous et qu'en fait la parole ne circule plus, malheureusement. C'est vrai, c'est pas faux. Mon prochain titre s'appelle Les Oubliés et du coup je me suis mis dans la peau d'une petite fille sur une zone de guerre. Alors ça pourrait être Gaza, ça pourrait être l'Ukraine, ça pourrait être le Liban, ça pourrait être... Et je l'ai écrite il y a super longtemps, quand il y a eu justement les événements en Syrie, et qu'on voyait des familles syriennes aux portes de Paris, etc. Ça m'a inspiré cette chanson, cette émotion de... Voilà, tout est détruit autour de nous. Et ça a donné une super belle chanson que j'ai réactualisée là, et moi c'est ma manière à moi de m'imprégner du truc, tu vois, de le faire un peu résonner en musique, donc j'ai hâte aussi de pouvoir m'exprimer sur ça. Bravo. Mais il y a un titre, justement le titre est très évocateur, qui est aussi sur la bande son de ce film, de Toutes pour une, qui s'appelle Dance with My Chains.
Qu'est-ce qu'il raconte ce titre? Ça veut dire en fait, il y a un dialogue dans le film qui dit, D'Artagnan dit à Aramis, mais pourquoi vous vous êtes déguisé en mousquetaire? Fallait quand même oser de porter la casaque. Donc la casaque, en fait, c'est l'habit, vous savez, que portent les chevaux. C'est l'habit avec la croix, en fait. C'est l'habit des mousquetaires. C'est l'habit des mousquetaires. En gros, c'est leur uniforme. C'est l'uniforme des mousquetaires. Mais il fallait oser vraiment de porter la casaque. Et elle leur dit, en fait, on a appris à danser avec nos chaînes, en fait. Et elle lui dit, mais quand t'es un homme, t'es libre. Elle lui dit, t'es libre, mais t'es déguisé. Et elle lui dit, j'ai appris à danser avec mes chaînes. C'était une musique du film que tu as réalisé toute pour une. Exactement. Alors la musique a été composée par Émilie Gassin et Ben Violet, et ainsi que Amine Bouafa, qui ont fait un travail vraiment extraordinaire. Toutes les musiques du film sont originales. Voilà, je suis hyper franchement, contente de cette les deux titres là qu'on a entendus, toutes pour une, qu'on peut retrouver dans toutes les salles où tu joues aussi. Oulaya, est-ce que tu as également un petit mot de fin? Non, allez voir le film. Honnêtement, on s'est éclaté à le faire et j'espère que vous prendrez du plaisir à le voir. Laurent, on te retrouve. Allez voir le film, hein. Franchement. Voilà. Allez voir, les apprentis aventuriers à partir de lundi 27, mais allez voir le film. Sinon, avec Ouda, on va aller mettre le feu dans Paris, etc. Le feu aux voitures, etc. Kaina, t'as aussi un petit mot de fin. Allez voir le film. Toute pour une, c'est dans les salles. Courez-y, les gars, c'est important. Merci pour l'invitation. Moi, ça arrive. Faut nous suivre sur les réseaux, donner la force, regarder un peu ce qui arrive. On l'a dit, t'es attendu. Écoute, mais ils sont où? Et puis si vous avez des plans pour le concert de Mary J. Blige et 50 Cent, ok. Écrivez à Laurent Mestré sur les réseaux sociaux. Si vous avez un aspirateur. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission le dimanche soir sur Move de 23h à 1h du matin, mais aussi sur l'application et le site Radio France et toutes vos plateformes de streaming préférées, ainsi que YouTube. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup à vous d'avoir été présents sur ce plateau. Merci la team bouclée. Et à tous ceux qui nous écoutent. Merci. Je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve semaine prochaine, 19h, 21h sur Move. C'est tout musique après moi. Salut.